monsieur, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre messe quotidienne 10h 11h52. Nous balayons le couloir en télévision entre 10h et 11h52 justement pour le cadre de votre programme Espace Miné. Espace Miné, c'est une affaire des démineurs. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce mardi, comment pouvait-il en être autrement? C'est mardi baptisé sur Espace Miné, mardi entrepreneuriat. Mardi entrepreneuriat, un thème nous intéresse ce matin, un thème pour moi important, un thème pour moi évocateur, un thème pour moi essentiel. Comment faire pour diriger une entreprise avec succès? Comment faire pour diriger une entreprise avec succès? Vous savez mieux que moi qu'ils sont nombreux qui ont créé des entreprises et par moments même des très grandes entreprises, mais à un moment donné, l'entreprise est tombée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous en parlerons avec beaucoup d'efficacité dans le cadre justement de ce programme. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Mais en attendant, on aura déjà accueilli la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque. Le sucre national sera encore là. Désormais, Maître Basson pour la dénonciation du jour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Et nous commençons par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Je commence par Onko et Bobissé et Guy Savignem. Bonjour. Bonjour monsieur Aïssi. Bonjour à tous les copanélistes et bonjour à tous les Camerounais et même au-delà du Cameroun qui prennent de leur temps pour nous écouter ce matin. Je dois dire que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes par ailleurs ingénieur dans le domaine des constructions, vous excellez dans l'architecture digitale, le calcul de structure, le contrôle des travaux et j'en oublie certainement. Il s'agit de quoi? Donc je suis ingénieur de génie civil, diplômé de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé, inscrit à l'ordre des ingénieurs du génie civil au Cameroun. Donc vous n'êtes pas un imposteur? Non, 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 non. Vous êtes inscrit à l'ordre? Oui, exactement. Donc ça fait environ 20 ans que je suis sur le terrain comme ingénieur. Environ 20 ans? Oui, déjà. Ah. Voilà. On ne croira pas. Merci, Mongo. Donc, j'ai longtemps travaillé en entreprise, beaucoup à l'international. Et puis, depuis 2010, depuis 2012, j'ai démissionné pour me consacrer pleinement à la promotion de mon entreprise ingénieur-constructeur, qui est spécialisée dans les constructions clés à main. Très bien. Donc, avec un concept original qui permet aux nombreux Camerounais qui tire un peu le diable par la queue, si on peut le dire ainsi, de pouvoir construire à crédit, habiter et puis de pouvoir payer plus tard. Ah bon? C'est un concept très original que nous... On peut construire à crédit? Oui, vous construisez sans argent. Et pouvoir payer plus tard? Oui, vous construisez sans argent. Vous risquerez d'avoir le premier client sur ce plateau, hein, qui est moi. Vous serez certainement le 210e client que nous avons, entre autres. Incroyable. Donc, et cela se fait de plus en plus avec beaucoup de succès. C'est ouvert à toutes les catégories, toutes les classes sociales sans garantie particulière. Donc, et puis chaque plan de financement, bien chaque plan de construction est adapté au budget de la personne qui est intéressée par le projet. Et au-delà de cela,
je suis également un homme politique. Oui, j'en parlais. Je voulais dire que nous vous recevons ce matin avec une double casquette. Déjà votre casquette d'ingénieur en génie civil, mais également votre casquette en tant qu'homme politique. Vous êtes d'ailleurs le président national de l'Alliance pour le développement et la paix. ADP, en abrégé. Effectivement, c'est un nouveau parti politique. Quand je dis nouveau, c'est parce qu'il fait partie de la cuvée des partis qui ont été créés en novembre 2023. Et nous avons... On les appelle les partis d'Atanganji. Vous me l'apprenez. Et en même temps, Vous êtes 44. Nous étions 40 sur la liste et l'ADP était le 31 sur la liste. Très bien. Mais il faut rappeler que notre activité politique, ou alors plutôt notre dossier, était en souffrance depuis les années 2020 et il a seulement abouti en 2023. Donc, pour nous, il n'est pas important de nous étaler sur la durée inhabituelle du processus de traitement, mais nous nous réjouissons que cela soit en fait un aboutissement qui nous permet aujourd'hui de développer et de présenter aux Camerounais, toujours en liaison avec le thème d'aujourd'hui, notre politique de plein emploi. Parce que nous pensons que, entre autres, la construction, les infrastructures, le logement et un ensemble de choses peuvent aider les Camerounais à atteindre le plein emploi. Et ça, c'est notre objectif, entre autres, dans le parti de l'Alliance pour le développement et la paix. Vous êtes donc justement le leader de cette alliance pour le développement et la paix au Cameroun, nouveau parti politique dans notre pays. Et quelles sont en réalité vos visées? Vous voulez également être candidat en 2025? En tant que parti politique, il est évident que le premier objectif, c'est de concourir au suffrage universel. Et l'objectif le plus immédiat, c'est d'abord les élections municipales et législatives qui arrivent. Donc vous êtes méthodique. Exactement. Nous ambitionnons de pouvoir couvrir le maximum des 360 circonscriptions électorales communales pour les prochaines élections. Et nous rappelons que déjà nous sommes un parti à caractère chrétien. Pour ne pas dire, parce que nous sommes issus de la jeunesse étudiante chrétienne. Donc nous sommes des mouvements d'action, la GEC, voilà. Nous sommes d'abord un groupement de jeunes qui avons longuement milité ensemble dans des mouvements d'action catholique et nous avons mené un certain nombre de réflexions. Vous pensez qu'on peut faire la politique avec la Bible à la main? Oui, c'est très important. Ah bon? Et puis dans le monde, il y a plusieurs partis politiques d'obédience chrétienne. En Allemagne, la CDU par exemple, de Angela Merkel, qui l'a maintenu au pouvoir pendant 16 ans, c'est un parti démocrate chrétien. En Italie, il y a en fait, dans le monde, ce sont des cas qui sont légion. Bon, nous avons un héritage chrétien, mais c'est pas pour dire que c'est un parti chrétien. Parce que nous voulons simplement utiliser ce que nous avons gagné dans les mouvements d'action catholique pour remettre l'homme au cœur du développement, pour mettre l'homme au cœur de l'action. Donc nous pensons que un ensemble de réflexions qui ont commencé autour de nos pères évêques, qui nous ont donné certaines bénédictions pour y arriver, ont permis que au bout d'une certaine période de réflexion, nous nous constituons désormais d'un parti politique pour concourir à ce suffrage universel. Donc nous allons commencer d'abord méthodiquement par les suffrages autour des élections municipales qui arrivent avant d'arriver aux élections présidentielles. À coup sûr, nous y participerons en 2025, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Ce sont les paroles des hommes politiques. Non, c'est une certitude. Merci encore Ebobissé. En face de vous, nous avons le maître Bernard Basson. J'ai fait trop d'efforts. Hein. Bonjour Bernard Debout. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Je voudrais vous demander encore une minute aujourd'hui. Alors, ma dernière émission sera jeudi. Donc, à partir de jeudi, je ne serai plus sur le plateau. Et je voudrais profiter pour dire deux choses en 30 secondes. Oui. La première concerne les plus jeunes. Je voudrais leur demander de faire attention au discours de M. Yemek d'hier quand il essayait un tout petit peu de parler de moi. Il a utilisé le qualificatif obéissant. Je voudrais donc dire aux plus jeunes que chacun choisit certes la voie qui le mène à la lumière, au succès. Moi, j'ai choisi la voie de l'obéissance. Et certains sont plus têtus, plus arrogants, plus belliqueux et autres. Moi, je pense que on peut aussi s'en sortir en étant obéissant.
Certains m'ont souvent reproché de ne pas challenger M. Niemek sur le plateau. Chaque fois que je peux être d'accord avec lui, je lui ai dit dans sa voiture ou en off. Parfois même sur le plateau. Oui, bon, parfois aussi sur le plateau. Mais clairement, j'ai pas besoin d'entrer en pugilat avec lui si je suis pas d'accord avec lui. Donc moi, je suis un enfant obéissant pour mes parents et un père bien pour mes enfants. Deuxièmement, concernant les parents, c'est très important. Si vous avez un enfant qui a un handicap, ne le brusquez pas. Parfois ici, de base, je suis très handicapé. Il faudrait le savoir. Étant petit, j'étais extrêmement bègue. Je bégayais énormément au point où des fois, certains oncles se moquaient de moi. Ils m'appelaient Ambassa, Mangue Sougnou. Mangue Sougnou, Ambassa veut dire l'enfant humble. C'est comme ça que mes oncles m'appelaient. Mais aussi, comme j'étais bègue, parfois mes frères me taquinaient un tout petit peu. Comment vous avez soigné Sauf votre que, bégaiement? déjà parce que j'ai une formidable famille. Moi, mes frères et moi, on a des rapports exceptionnels. Mon grand frère, mon petit frère. Non, ils m'ont pas stigmatisé. Ils m'ont pas brutalisé. Ça me rappelle cette comédie, hein, oui. Où un docteur d'un autre style voulait soigner le bégaiement chez un homme. Il lui a dit d'aller en cimetière à minuit et qu'il puisse aller boire sur quelle eau. Maintenant, le gars allait au cimetière à minuit, il a bu toutes les eaux là-bas, il a dansé sans caleçon. Il lui a dit, quand tu vas venir par le gars venir dire, il dit, quoi, c'est le coq ici. Ça, c'est de l'humour. Mais pour dire que j'ai fait beaucoup d'efforts, aujourd'hui, c'est pas parfait, mais je pense que je bégayais beaucoup moins. Ça, c'est vrai. Et je peux désormais être audible. C'est vrai que parfois, il y a des handicaps qui constituent à la longue des atouts. Je ne vais pas parler du bégaiement, mais je voudrais parler de ceux, par exemple, qui ont ce qu'on appelle le frein de langue. Oui. On dit sur habituellement qui parlent avec la langue. Oui. Et il y a eu un excellent journaliste dans ce pays. Vous avez connu Mégo Messan? Non. Abel Mégo Messan? Non, non. Il était un excellent journaliste. Et il était dans le domaine du sport. En réalité, il avait un problème, un frein de langue. Mais quand il a transformé ça en atout, d'abord il avait un très bon timbre vocal, et ainsi de suite, alors qu'il avait un handicap. Voilà. Oui. Donc clairement, aux parents, il ne faudrait pas stigmatiser les enfants qui ont des handicaps. Merci Bernard Basson. Aujourd'hui est la journée internationale ou mondiale de quoi? Du vitiligo. On est le 25 juin. Vous connaissez le vitiligo, cette maladie qui t'achète un peu la peau par endroits, on perd un peu en mélanine par endroits et certains enfants comme ça sont stigmatisés et c'est souvent compliqué. Donc jusqu'ici, de mes recherches, je n'ai pas découvert qu'il existe un traitement optimal, adapté pour résorber la difficulté. On essaie juste de faire avec, de composer avec. Merci Bernardo. En face de vous, nous en sont devenus. Mais ils sont devenus ce qu'ils devaient être. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse. Le panel a donc été constitué, les sujets ont été proposés. À tout de suite pour l'actu presse.
Cynthia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Mini de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Toute de rose vêtue, t'es sublime. Hein? Merci beaucoup. Et pour un matin de pluie. Oui, vraiment. C'est vrai que certains qualifient les pluies de plus en plus sur les réseaux sociaux. Hein? Pluie de paix, pluie de bien, pluie de réconciliation aussi. Pluie de réconciliation. Et comment se réconcilier lorsqu'il pleut? En restant sous la couette un peu plus longtemps quand même. Ah bon? Ouais. En se faisant des câlins. Des petits câlins, des bisounours. J'adore. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous avez transformé l'émission. Zéro, s'il te plaît, ne sois pas jaloux. Ah bon? Non, ne sois pas jaloux. De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés. Elle nous amène en kiosque pour avoir la quintessence de l'information par eux. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux célèbrent une fois de plus les veuves ce matin. Et c'est le quotidien Enfin Matin qui nous donne les échos des festivités du côté de Yaoundé 3e. À l'occasion de cette journée à elle dédiée, le maire Lucas Owona célèbre les jeunes et leur offre des denrées alimentaires. Les veuves, tout à fait, et leur offre des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Dans la même veine, autonomisation des veuves, une affaire de Yoki Onana, c'est le journal Capital Info qui nous donne l'information ce matin. Et puis, Cameroun offre énergétique, projection futuriste, le billet hebdomadaire Le Point dévoile le pari d'audace de la page 5 à 9 ce matin. Prenons des nouvelles du cabinet civil de la présidente de la République. Jacques Blaise Vier nous informe ce matin qu'un cambriolage chez le DCC. La nouvelle en kiosque des livres, donc les détails en page 3. L'affaire se poursuit avec la riposte info. S'agissant du cambriolage, le journal voit une manœuvre de déstabilisation du chef de l'État. Samuel Vondo Ayolo, victime de diffamation, déclare le billet hebdomadaire d'information à retrouver en kiosque ce mardi. Et puis, Conseil supérieur de la magistrature et botte en touche. Le quotidien Mutation nous met dans la confidence des déclarations du garde des Sceaux, interrogé par un député sur la non-tenue de cette instance depuis 4 ans. Le ministre d'État, garde des Sceaux, s'est contenté de déclarer, je cite, « J'ai pris note de cette préoccupation ». Logements sociaux, la société immobilière du Cameroun aux abois à printemps du Pélican ce matin. Dans la même actualité, le quotidien de Jules Brice Ngaba parle plutôt de tentative de manipulation sur la gestion des projets en ce qui concerne la société immobilière du Cameroun. À lire également dans le pavillon presse ce matin l'appel de Laurent Serge Tondingwa pour une mutualisation des forces afin de favoriser l'accès à l'éducation pour des enfants vulnérables sans détour, porte la voix du ministre de l'Éducation de base. En éducation, ce mardi, le jour braque ses projecteurs et accompagne les enseignants qui dénoncent les fraudes aux examens, même si la sortie est jugée tiède par ceux qui plaident une reprise pure et simple des évaluations. Entre-temps, au bas de une, le quotidien nous fait parvenir en page 4 ce qui change en ce qui concerne la fabrication des cartes nationales d'identité. Le Messager parle plutôt du défi de la disponibilité de la carte nationale d'identité. D'après le journal, la modernisation du système d'identification nationale tranche avec le débat sur l'augmentation du prix du timbre pour l'établissement de la CNI de 2800 à 10 000 francs CFA. Et face à toutes ces augmentations, la nouvelle expression en kiosque ce deuxième jour de la semaine trouve que la vie est chère et déplore dans sa parution du jour le silence du chef de l'État. Kambia soutient l'inflation. Les colonnes du journal nous renseignent davantage. Gouvernance Presse gouverne ce matin dans le sud. Il partage avec nous les exploits du développement local. L'exemple des Vaulois premiers à suivre en page 6. Du sport ce mardi et c'est la période du mercato qui s'ouvre sur le marché des transferts. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune nous fait savoir que les Camerounais cherchent leur marque. Et nous clôturons en économie, marché financier. Le Cameroun augmente l'enveloppe de ses emprunts en 2024. C'est entre autres ce qui ressort de l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 signée le 20 juin dernier, ce à quoi les fonds levés vont servir. Thierry Ekouti nous dit tout dans l'économie quotidienne en page 3.
Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Ce soir, au 19h, au 20h, parfait, ici, on aura plusieurs actualités qui seront abordées, mais on va s'intéresser particulièrement à l'insalubrité au Cameroun. De plus en plus, les poubelles, les tas d'immondices jonchent nos rues, de quartier en quartier, on voit ces tas d'ordures qui se forment dans les carrefours. Donc, on va essayer de comprendre ce qui coince face à cette situation. On va interroger comme ça les citoyens qui nous disent pourquoi de plus en plus ils décident de jeter ces ordures. Est-ce que l'organe en charge de la collecte des ordures, est-ce qu'ils font véritablement leur travail? Dans tous les cas, ça sera donc l'actualité qui sera abordée au 19h ou 20h ce soir. Claudia, oui. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, je dénonce ce qui est devenu un phénomène au Cameroun, le phénomène d'ordures au niveau de nos villes. Tout à fait. Nous avons dénoncé, nous avons décrié, nous avons écrit, nous avons pleuré, nous avons crié, mais rien n'a pratiquement changé. Oui. Attendez un peu, vous pensez que certains qui nous dirigent, ils se moquent de nous? Pourquoi? Comment expliquer cette sourde oreille? Comment expliquer à la limite ce mépris? Se moquer de nous, je ne pense pas. Il y a beaucoup plus l'incivisme des Camerounais qui est pointé du doigt. Vraiment. Avant de parler de l'incivisme, les Camerounais viennent renaître. voilà, avant de parler de l'incivisme, Claudia, nous ne voulons vraiment pas t'embarrasser. Mais attendez, vous avez des coins ici à Yaoundé où la poubelle a pratiquement coupé la route. Effectivement. Alors, est-ce que c'est l'incivisme des Camerounais? Ils doivent mettre les ordures. Ils doivent mettre les ordures ou dans leur poche. Ils doivent garder les ordures dans les chambres. Ils doivent pas garder les ordures. Ils doivent garder dans leur voiture. Donc, vous avez pris attache avec Isaac Ali? Pas encore. Donc je vous donnerai de bons contacts pour prendre attache avec Alors Isaac. nous crions tous les jours, Claudia, que les ordures bloquent les routes à Yaoundé, à Douala, Bafoussam, et que mais ceux qui nous diraient ne font rien. Moi je pense que c'est du mépris. C'est pas du mépris? Si c'est pas du mépris, c'est quoi? Claudia est dans le système. Bon. Enfin, voilà. non, pas du tout, je suis pas bon, pas du tout. Non. Voilà, mais dis alors que c'est le mépris. Non, je pense pas que c'est Mais du mépris. Mais je pense qu'ils font quand même, ils essayent quand même de faire leur travail. C'est vrai que les efforts, bon, c'est pas trop ça, mais... Toi, tu ne vis pas à Yaoundé, tu ne vois pas les ordures. Claudia, oui, parfait ici. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, parfait ici, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Je pense que dans le cadre de nos programmes sur Info TV, nous allons revenir sur cette affaire, ce phénomène d'ordure, de poubelle dans nos villes Yaoundé, Douala. Et avec tout cela, vous dites que le Cameroun est un pays continent. Je pense que c'est un continent de poubelle. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour, c'est encore avec Bernard Dobasson. Aujourd'hui, c'est une affaire bizarre. Je ne sais pas comment la qualifier. Tu as dit qu'elle est bizarre. Mais c'est une affaire de famille, en la réalité. Alors, la dame qui m'a appelé m'a dit qu'elle est originaire de Lembeyezoum. Honnêtement, je ne connais pas bien l'endroit géographique. Je te préviens de faire attention.
Si c'est de là-bas dont tu veux parler. Monsieur Yemek, je pose les faits. Mais je te préviens de faire attention, c'est un village très très compliqué. Alors vous me direz certainement pourquoi après. Donc fais attention en parlant. Elle m'a dit qu'elle est de Lembeyezoum et là-bas elle se plaint de ce qui se passe dans sa famille. Elle dit que ses parents ont fait 10 enfants et ses parents sont bien sûr décédés. Ils ont laissé une petite maison et un de ses frères vit dans la maison. Sauf que un autre de ses frères s'est levé pour dire que lui, il veut cette maison-là. Pourtant, il a la sienne. Celui qui occupait la maison lui dit, c'est pas ma maison, à moi tu peux venir rester. Mais dire que tu la veux comme propriété, c'est un problème. Celui qui demandait la maison, il allait voir toutes les autorités pour dire que non, c'est une maison qui a un héritage particulier, il la veut. Son frère dit, mais tu la veux, ça veut dire quoi? C'est la maison que le père a laissée. Si tu veux y vivre, viens, on y vit. Et donc le frère en question, qui se plaignait de vouloir la maison, est en train, d'après ce qu'elle m'a rapporté, de tuer toute la famille. Ah bon? Oui. Que premièrement, le monsieur qui y vivait était déjà menacé et sa fille, qui avait 4-5 ans, quand on a commencé à se plaindre, est allée dire à la brigade que on veut tuer mon père, on veut tuer mon père. On lui demande pourquoi, elle dit on veut tuer mon père parce que dans la maison il y a quelque chose que les grands-parents avaient laissé et le tonton veut récupérer. La petite fille a parlé la veille, le lendemain son père est mort. Un autre frère qui ne vivait pas dans le village, qui vivait en ville, était en train de se rendre au village avec ses enfants sur la moto pour savoir de quoi il s'agissait. Pendant qu'il roulait sur le chemin, un bœuf est sorti de la forêt. Le bœuf s'est placé devant sa moto, il a essayé d'aller à gauche, puis à droite, il n'a pas pu. Finalement, il a voulu foncer pour traverser le bœuf l'a heurté, il est tombé, il est mort, mais ses enfants sont restés vivants. Finalement, la famille s'est offusquée et a commencé à accuser le frère qui insistait à avoir la maison. Elle a saisi les autorités judiciaires et surtout la brigade de la localité. On a interpellé le monsieur et on lui a demandé ce qui se passe. Il a dit qu'il n'en sait rien. Sauf que tout le monde au village l'accuse. Et donc les personnes qui m'appellent se demandent ce qu'elles peuvent faire parce qu'au village, tous les anciens, tous les nouveaux, tous les sorciers, tous les initiés disent que c'est lui le responsable de ces morts successives parce qu'il y a 3 ou 4 personnes déjà qui sont décédées dans le cadre de cette affaire. Et dans des conditions bizarres. Des conditions extrêmement bizarres. Alors, ils sont combien? Ils étaient 10. Il en reste 6. 4 sont tombés. 4 sont tombés. Et on accuse le monsieur qui veut s'accaparer la maison. Un des frères. Ouais. C'est une maison du village. Du village, en terre battue, une petite maison vraiment. Ce qu'on appelle vulgairement maison familiale. Oui, oui. Une toute petite maison en plus. Imaginez bien. Alors, on va passer la parole à Monsieur Nko. Quel est votre regard lorsque vous avez suivi cette dénonciation? Il est vrai que les questions familiales sont difficiles à aborder quand on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. C'est une... telle qu'elle est relatée, et évidemment, cela suscite inquiétude et émotion. Mais comme je dis, nous avons tous des familles, et dans nos familles, il y a des hauts, il y a des bas. Les questions de sorcellerie, lorsqu'on n'arrive pas à trouver des explications plausibles ou évidentes. Mais je crois que le plus simple, c'est souvent de créer un cadre de concertation familiale qui permettrait que les uns et les autres puissent présenter le pourquoi, par exemple, du frère qui réclame qui voudrait récupérer la maison, également de l'autre partie de la famille qui penserait qu'il n'y a pas forcément une raison particulière de vouloir récupérer ce que les parents auraient laissé ou quelque chose comme ça. Donc ici, dans ce cas, je pense qu'il faut favoriser un contexte de concertation familiale. Je suppose que comme dans toutes les familles, il doit y avoir un chef de famille. Ou alors, même au-delà du chef de famille, qui doit avoir un chef de village qui soit capable de concilier toutes ces personnes autour d'une table pour le bien de ceux qui sont encore vivants. Merci. Joseph Zambo, c'est quoi cette affaire qui consiste à vouloir s'accaparer d'une maison familiale? Vous êtes 10 et toi, un bon matin, tu dis que non, tu veux prendre ta maison pratiquement à toi seul. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Est-ce que ce n'est justement pas l'illustration de la sorcellerie?
Bon, en tout cas, c'est très compliqué à le deviner parce que on n'est pas aussi certain que c'est la personne qui est accusée qui réellement fait en sorte que les autres... Vous pensez que nous risquons les vite en besogne? Oui, par exemple, parce qu'il y a parfois des personnes très sournoises qui agissent dans l'ombre. Et comme c'est des personnes pas forcément très expressives, on peut facilement accuser une autre personne, peut-être qui, lui, émotionnellement, se prononce sur ce que les autres ne se prononcent pas ouvertement. Donc je crois quand même que il faut qu'il y ait, dans nos villages, on ait encore ces gardiens de la culture, ces personnes... On vous dit justement que dans ce village, Yembe Zoum, qui est un journal symbolique au Cameroun, et ceux qui nous regardent suivent mon regard justement, on vous dit justement donc que ces gardiens de la tradition sont tombés unanimes là-bas, que c'est le monsieur qui veut prendre la maison qui est en train de décimer sa famille. Bon, et dans ce cas, donc, il faut aussi voir les choses sous deux regards. Dans nos villages aujourd'hui, que ce soit nos chefs, que ce soit ces détenteurs de la tradition, parfois peuvent déjà être flexibles. Ça devient aussi quelque chose de très paradoxal. À l'époque, ce qu'ils disaient était vrai. Aujourd'hui, parfois, on peut avoir des réserves à leur raisonnement, mais dans la mesure où ils disent la vérité, que prévoit donc la culture, que prévoit peut-être la loi pour ce genre de cas? Est-ce que c'est encadré? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il existe encore des personnes qui sont grandement pointées du doigt dans des villages, mais ils vivent paisiblement et ils n'ont aucun souci. Très bien. Merci. C'est vrai quand même qu'il y a... Tu arrives dans un village, il y a un monsieur qui est unanimement reconnu comme étant un sorcier redoutable. On te dit qu'il a mangé 6 de ses neveux, il a tué 3 de ses femmes, il a mangé 8 de ses cousins, il a fait abattre quelqu'un en plein jour. Mais il est là. Mais il est toujours là. Il est là, rien ne lui arrive. Certains même narguent les populations. Pierre Blériot-Niemek, il y a un cas important, un cas très urgent. Les gens sont en train de tomber pour une affaire de maison. Oui, mais il y a bien plus que la maison dans cette maison. Ah bon? Oui, bien sûr. Ouais. Celui qu'on accuse, prenons l'hypothèse qu'il soit l'auteur de ces décès, est certainement en connexion avec ce qui se trouve dans la maison. La plus grande malchance en Afrique qu'on a, c'est d'avoir des parents qui ont pactisé. Parce que si vos parents ont trempé les mains, votre père doit pouvoir vous le dire. Si votre père dit « je n'ai jamais trempé les mains », la sorcellerie ne viendra pas entrer chez vous. Mais quand vos parents ont pactisé, vous êtes une maison qui va subir... Il y a également même des parents qui ont pactisé Blériot, mais qui vous disent qu'ils n'ont jamais pactisé, alors qu'ils ont pactisé. Oui, mais M. Zambolo disait, il y a de plus en plus de gens hypocrites, beaucoup plus de duplicité. Même les détenteurs de la tradition ne sont plus des gens droits. Parce que dans une situation comme celle-ci, des vrais détenteurs de la tradition pouvaient neutraliser celui qui est l'auteur. Mais ils n'ont même plus de pouvoir. On les achète, ils mentent, ils sont corrompus. Quand le vrai pouvoir est en vous, vous ne le vendez pas. Vous n'allez pas du côté du grand nombre, vous allez toujours du côté de la vérité. Vous n'allez pas du côté de la richesse. Mais combien nos hommes, là, nos bonbons et autres, aujourd'hui, si tu as un problème avec un riche, toi tu ne peux pas parler. Tous les bonbons bénissent le riche. Donc c'est des gens qui se vident progressivement de leur puissance. Bon, même leur bénédiction là ne dépasse pas souvent la maison dans laquelle ils peuvent se trouver. Parce que Dieu n'agrée pas, agréé les paroles de l'injuste. Quand vous voulez garder le pouvoir traditionnel, spirituel ou mystique, il faut rester quelqu'un de droit. Quand c'est mauvais, vous dites que c'est mauvais, même si votre propre fils est impliqué. Là, votre pouvoir, la parole, le pouvoir est dans la parole. Mais un bonbon qui ment, un homme là qui ment, qui se fait payer, qui se fait corrompre, sa parole n'a plus de pouvoir. C'est pour cela qu'on regarde aujourd'hui, on dit qui va venir nous sauver. Bon, si c'est lui, il se porte plutôt bien. Au-delà, est-ce qu'il faudrait mourir tous pour cette affaire? Cette maison même, c'est quelle maison? Que faut-il faire?
Non, moi je Il faut qu'on laisse cette maison à ce non, monsieur. quand vous n'avez pas les armes du combat, quand vous n'avez pas les armes du combat, il faut vous retirer. Ah bon? Il y a des gens qui m'appellent. Je préfère être réaliste. Non, quand vous n'avez pas les armes du combat, moi je vais parler, il y a des gens qui m'appellent souvent, oh, je suis au village, quelqu'un a déjà tué 5 de mes frères, non, je dis mon frère, je vais pas aller t'accompagner dans ton village. Vous voyez, moi j'ai eu des problèmes dans mon propre village, et ceux qui aiment donc... Alors, ma mère à un moment donné s'était retirée du village, jusqu'à ce qu'elle accouche le monstre que je suis. Bon, moi je suis reparti là-bas, et je suis là-bas, mais tout le monde n'est pas comme ça. Quand tu n'as pas les armes, vraiment, parce que le type de village, comme lui n'a pas beaucoup d'argent souvent, lui, il règle la chose de manière courte. Hein. Quand tu as un problème avec un type de là-bas, lui pense seulement à t'éliminer. J'avais dit d'ailleurs aux vieux de mon village, à certains d'entre eux, que votre problème c'est que quand un vieux a un problème avec un jeune, il pense à tuer le jeune. Il faut que ça change dans la mentalité des jeunes. C'est-à-dire quand les jeunes ont des problèmes avec les vieux, qu'ils ne se disent pas que les vieux vont vieillir et mourir. Non, ils peuvent encore durer longtemps. Bon, si tuer est bien, si aller là-bas est bien, les vieux peuvent aussi s'avancer. On peut aider les vieux à aller là-bas et les jeunes viennent les retrouver plus tard. Non, ça c'est plus sérieusement. Si vous n'avez pas les armes spirituelles, vous n'allez pas vous accrocher à un petit bien comme celui-là qui va vous décimer parce que ne croyez pas que le sorcier, lui, n'a pas de pitié. Hein. C'est pas le nombre qui compte. Il va si c'est lui, il va les manger tous. Pour cette petite maison. On te dit même que c'est une petite maison en terre battue. En terre battue. Vous voyez. Une petite maison. Ah, ici, on meurt même. Pourquoi? Mais qui vote pour eux? Très bien. Bernardo Basson, et qui vous a contacté pour cette dénonciation? L'une des sœurs de la fratrie. Ah, l'une des sœurs de la fratrie. Ça veut dire qu'elle-même également se sent déjà en danger. Oui, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a 2 sœurs à Yaoundé et qu'il faudrait absolument agir dans le sens de les protéger éventuellement. Vous comprenez dans quel cadre donc elle m'a appelé principalement. Tout à fait. Parfait, ici moi j'ai 3 choses à dire. La première, bien sûr, concerne le plan juridico-judiciaire. Oui. Alors, au Cameroun, c'est vrai que les pratiques de sorcellerie sont désormais prévues et réprimées. Tout à fait. Dans les tribunaux. Bien sûr, même s'il reste toujours difficile d'apporter la preuve de ce pratique de sorcellerie, parce que vous savez que pour qu'il y ait une infraction, élément matériel et élément intentionnel. Donc matériellement, c'est difficile de prouver qu'il y a eu pratique de sorcellerie. C'est pourquoi c'est souvent compliqué d'avoir des décisions en faveur des demandeurs. Dans des pays comme le Congo, cela est plus avancé parce que là-bas, il y a des tribunaux de sorcellerie. Ah bon? Oui, parce qu'ici, le tribunal coutumier peut quand même s'asseoir, siéger sur des questions comme ça et même autres. Tandis que là-bas, il y a un tribunal des sorciers. Lorsqu'une telle situation se pose... C'est qui est le président du tribunal, le grand sorcier? C'est un sorcier. Et les assesseurs qui sont donc membres du collège. Le greffier est un sorcier. Oui. Donc, je présume que même les avocats nous sont des sorciers. Non. Pourquoi? Parce que tu es avocat. Ils sont passés les magistrats. Donc vous voyez que là-bas, la législation a suffisamment évolué et a suffisamment pris en compte des réalités locales. Ça veut dire que, c'est intéressant, hein, c'est cette affaire qui nous vient du Congo. Elle dit, quand le président du tribunal, lui qui est un très grand sorcier, est en train de juger cette affaire, si quelqu'un veut mentir, il lui dit, tu mens. Parce que lui-même, il voit. Il voit. On se voit. Il se voit. Et donc, ils ont même systématisé un ensemble de pratiques. Ça veut dire quand quelqu'un décède comme ça, on détermine que voici la cause, voici le procédé qui a été utilisé et voici donc l'une des personnes susceptibles d'avoir causé l'infraction éventuellement. Alors la deuxième des choses, c'est que, parfait ici, il faut noter que dans nos villages ici, il y a beaucoup de négligence. Si le mec a commencé à lui dire, face à la sorcellerie, on ne s'amuse pas, on ne blague pas. Soit on agit, soit on fuit. Parce que le sorcier n'est pas rationnel, il n'est pas raisonnable, il n'est pas réfléchi. Il ne se demande pas est-ce que ce que je fais est-il bien ou mal. Il agit selon ce que c'est ce qui est mal que lui. C'est mal. La compulsion. Il ne cherche pas à savoir si ça vous intéresse ou pas. Il agit. Donc face à ce genre de cas parfait ici, soit vous trouvez le moyen de mettre en état de nuire celui qui vous dérange, soit vous vous éloignez très loin.
et bien sûr vous allez vous protéger. Maintenant, comme on a dit sur le plateau, parfait, ici il faut laisser cette maison-là. Bon, ce monsieur n'est pas immortel, il finira par mourir. Et si même il veut trop déranger, on peut l'accompagner. Mais par rapport aux sœurs en question, j'ai quand même dit à leur sœur qui est à l'étranger que on en reparlera. Mais il y a quand même des moyens. Parce que si quelqu'un a pour sorcellerie de tuer les autres, vous savez, c'est pas ce qu'il y a de plus extrême dans la magie. Moi, je voulais vous poser une autre question. Peut-être que la question sera un peu brutale. C'est une réflexion que moi j'ai dans ma tête depuis une quinzaine d'années. Comme les sorciers dérangent beaucoup, habituellement les non-sorciers. Parfois même ils les tuent, et très régulièrement d'ailleurs. Je dis quelqu'un lui est sorcier, toi tu n'es pas sorcier. Lui t'atteint, lui tu meurs. Bon. Est-ce que les sorciers, naturellement, eux, ils opèrent avec leurs moyens et leurs outils de sorcellerie? Toi qui n'es pas sorcier, est-ce que toi tu ne dois opérer aussi avec tes outils non sorciers? Exemple, la machette, la hache, le fusil, une bouteille, ainsi de suite. La prière. Parfait, ici vous devez comprendre quand même que les choses ont relativement changé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je ne peux plus arriver sur le plateau et dire qu'on va prendre la machette pour régler un problème ou le couteau pour régler un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tenir compte des droits de l'homme. Il faut tenir compte de la légitime défense. Est-ce que le défense. sorcier lui tient compte des droits de l'homme? Le Ou sorcier... bien là-bas, la sorcière, il n'y a pas les droits de l'homme. Non, il n'y a pas les droits de l'homme. Mais s'il n'y a pas les droits de l'homme là-bas, pourquoi ils viennent donc nous déranger ici? En tout cas, Moi, je pense, c'est un avis que donne, moi, je suis donc pas avocat. oui. Si les non-sorciers commencent également à être brutaux Oui. envers les sorciers, tu as tué mon enfant dans la sorcellerie, je t'élimine en journée avec une machette. Les sorciers peuvent... Ne dis pas non. Le ne dit pas non. Non, non. Ne dis pas non. Je dis non parce que, bon, tu sais déjà pourquoi je dis non. Parce qu'il y a aussi un problème. Il faut établir, parce qu'il y a beaucoup. On vous a dit que c'est difficile, c'est soit d'établir. Oui, bien sûr. En réalité, tout démontre souvent que c'est oui. Parfait. Tout quoi? Si on tombe dans cette affaire, on n'aura pas de solution. Non, mais c'est... Et là, ça protège encore les sorciers. Non, ça ne protège pas les sorciers. Parce qu'il faudrait l'élément matériel. Non, il faut... Au niveau de la sorcellerie, il n'y aura jamais d'élément matériel. Il faut aller... Non, il y a même des techniques spirituelles, parce que la magie qu'opèrent les sorciers est au niveau des élémentaux. C'est pour ça que je vous disais que les traditions se sont perdues. Dans l'ancienne tradition, ce qu'on faisait, c'est que lorsqu'un fils du village était allé chercher une nouvelle forme de sorcellerie que le village ne connaissait pas, on se réunissait et on le piégeait pour qu'il tombe lui-même. Et ça aussi, ça se faisait. Bon, parce qu'en général, la sorcellerie du village, celle qui existe là, chacun sait qui appartient à quoi, qui fait quoi. Mais ce qui advient souvent, c'est que quelqu'un lui vient avec son truc nouveau, comme le type qu'on soupçonne là. Blériot, ceux qui vont piéger celui qui est venu avec son truc nouveau, ce sont également des sorciers, non? Oui. Oui, très bien. Vous me comprenez? Oui, oui. Et il y a donc le sorcier pour pouvoir piéger un autre sorcier. Toi qui es donc non-sorcier, Non, il n'y a pas. comment tu pièges un sorcier? Non, il n'y a pas. Je vous réponds comme ça ici. Allez-y. Je vous réponds officiellement Oui. et officieusement. Suivez mon regard. Officiellement, ce qu'on vous demande, c'est ce que la famille a fait. C'est-à-dire, vous saisissez le commissariat ou la brigade pour poser le problème. Maintenant, pour le cas d'espèce, Oui. pour le cas d'espèce, Oui. qu'est-ce qui démontre que c'est le monsieur-là qui tue ses C'est frères? justement ce qu'on a opposé à cette famille en disant qu'il n'y a pas de preuves. Maintenant, officieusement, parfait, ici, on se comprend. On se comprend dans la mesure où moi, je n'ai, comme tout à l'heure aussi, Yemeka dit que quand vos parents pactisent, ils doivent vous dire. Moi, j'ai jamais caché à mon fils que je suis sur le chemin pour devenir bon boxeur bientôt. Et donc, parfait, ici, dans ce sens-là, on se comprend donc que si quelqu'un agit comme ça, d'une autre façon, on va poser des actes parallèles plus durs que ce que lui il a posé. Vous voyez que vous Aucune êtes, solution voilà, je durable vais passer la parole soit bien à supposée. Nko Ebobissé, oui. Vous savez, il y a, je ne vais pas dire un adage, mais une pensée courante qui nous laissait entendre avant que dans le génie civil, les gens avaient des capacités, allez, je ne voudrais pas dire ésotériques, mais supérieures pour pouvoir maîtriser un certain nombre d'ouvrages. Tout à fait. Et nous connaissons La construction certain des nombre- ponts, des routes. Exactement. Donc, quoi qu'étant ingénieur, pendant une bonne dizaine d'années, j'y croyais pas. Jusqu'à ce que j'en sois victime. J'en sois victime de façon très directe. J'ai eu à un moment donné, je faisais comme des songes dans lesquels certains chantiers, pendant une période très courte,
lorsque je finissais de couler par exemple une dalle, j'avais comme un songe qui avait un léviathan, c'est pas qu'on nous raconte là, et autres là, qui passait et qui dans la nuit, c'est comme si il me cassait, il bougeait les étais. Ouais. Bon, c'est une anecdote, vous êtes libre d'accepter ou pas, mais moi je vous parlais de quelque chose que j'ai vécu. Et puis systématiquement, le lendemain, il y avait une déformation, alors qu'apparemment toutes les règles de l'art avaient été observées et que tout était en place. Et parallèlement à la même période, j'ai eu des perturbations. Mon fils, mon deuxième garçon, a été perturbé, spirituellement perturbé. Bon, n'ayant pas les yeux, parce que moi, c'est des conversations que j'entends entre nous, collègues ingénieurs et autres là, mais je vivais quelque chose d'exceptionnel. Et ce qui m'a aidé, c'est ma foi chrétienne. C'est-à-dire que j'ai confié ça au Seigneur et je me suis fait accompagner spirituellement. Et en un temps très court, le problème a été identifié. Effectivement, j'étais victime d'une attaque sorcière dans laquelle une personne avait fait domicilier, soi-disant son léviathan, chez moi, et qui entraînait dans ces cascades que je vivais, non seulement sur le plan technique, mais également à la maison des enfants. Monsieur encore, permettez, ne faites pas attention aux personnes qui estiment qu'elles sont allées à l'étranger et qu'elles ont découvert une nouvelle vie. Qu'on ne vous mente pas. La sorcellerie, la magie existe de manière pratique. Les gens veulent souvent dire les affaires des Africains, arrêtez ça là-bas. Et même vous qui faites dans l'architecture là, dans le génie civil. Dans le génie civil, vous savez que la géométrie est essentiellement ésotérique. Absolument. Ça veut dire les figures sont ésotériques. C'est toute une magie. Donc les gens viennent souvent dire les Africains avec les choses. Mais là, le regret, c'est que parfois beaucoup font la mauvaise magie pour nous faire reculer, alors qu'on devrait utiliser cette magie-là pour faire avancer, comme ça s'est fait en Égypte dans les temps anciens. Mais vraiment, ne vous fiez pas aux commentaires des gens. Protégez-vous tous les jours de la vie, parce que les sorciers n'ont besoin que de votre énergie pour se recharger eux. Non, pour se recharger, ils prennent ici pour mettre là-bas. Donc protégez-vous d'être les victimes des sorciers. Oui, juste pour terminer, pour dire que lorsque j'ai réussi à me faire encadrer spirituellement, j'ai eu la chance d'être recommandé auprès d'une personne qui était spirituellement forte, et on a maîtrisé ce léviathan. Et comme on dit, une tête est tombée. C'est-à-dire que ce serpent, oui, vous parlez facilement. Et une tête est tombée. Le propriétaire est mort. Le propriétaire est mort. En fait, c'est ça. Donc tu as tué mon fils est tombé. Mon fils est entré en transe. Mon fils est entré en transe. Mon fils est entré en transe. J'arrive. J'ai vu donc que mon fils est entré en transe. Oui. Et la personne s'est identifiée en parlant à travers elle. Donc du coup, cette personne spirituelle, on a identifié clairement la personne. Comme on dit, c'est-à-dire qu'une voix qui parle à travers votre fils et autre. Bon, moi je ne connais pas quelles sont les méthodes qui ont été utilisées spirituellement, mais je sais qu'on a maîtrisé la situation et qu'aujourd'hui, mes chantiers vont bien. Maintenant, la personne est morte. Donc vous l'avez tué. Bon, c'est ce que je suis. Je me dis encore une fois. On a maîtrisé le léviathan. Et la personne. Non, c'est même pas ton problème. Si en maîtrisant le léviathan, quelqu'un est mort, c'est pas ton problème. Merci. On va lire des messages. Alors, on commence par celui-ci. Par faire ici, parfois le diable se cache derrière les problèmes entre frères pour faire ses dégâts et l'on accuse l'un des frères, c'est Arnaud de Mendon qui le dit. Il continue en disant pour la sagesse de Niemek, Bernard Basson a voulu fuir son destin pour être le sucre national en se cachant derrière la dénonciation. Le voilà, le seigneur des dénonciations, avocat. Tu auras des dénonciations en vrai maintenant. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse encore et encore. Tu le mérites. Tu as beaucoup aidé les citoyens. Autre préoccupation ce jour, bonjour le sorcier de la modération. Voilà, refuse alors. Dans mon village, il y avait une sorcière. Quand tu la tapais, c'est toi qui subissais le martyre. Pris dans ton sens de justicier, que devras-tu faire? Bouillon de bâton voilà. Quand tu la tapais pas bien. Mais quand tu tapes, c'est toi qui subis les coups. Non, il y a un mari de taper un sorcier. On tape un sorcier avec un simple bâton. On tape un sorcier avec un simple bâton. Comment tu as appris ça parfait? Si tu as grandi au village. Je pense avec les initiés. On ne tape pas le sorcier avec un simple bâton. Le simple bâton ne lui fait rien. Mais il y a des choses. C'est comme si c'était la langue qui était sur ce bâton. On ne dit pas à la télé. Voilà, on ne dit pas à la télé. Alors au plus 41. La Suisse.
C'est la Suisse. Bien le bonjour à vous sur le plateau. S'il te plaît, pourquoi n'a-t-il pas Adalbert sur ton nom complet sur le plateau? Est-ce que ça fera en sorte que tu as beaucoup d'argent en Suisse? Je ne comprends pas. Monsieur ici, et concernant le sujet, il faudra à la famille de prendre toutes ses responsabilités pour le neutraliser. C'est Vilias de Genève qui envoie le message. Il continue en disant, vraiment Monsieur Basson, je vous souhaite bonne continuation dans la protection du veuve et de l'orphelin. Au niveau, de la veuve et de l'orphelin, au niveau de l'avocature. Autre message ce jour, allons au plus 33, là c'est la France. Bonjour Perfecto et à ton excellent panel, du courage au neuf qui fait face à une commission de la CAF actuellement. Et continue en disant, pour la dénonciation dans la cosmogonie Ekan, que mes frères de Limbe et Yezoum maîtrisent encore, la maison qu'on appelle encore Abaha est un temple de pratiques initiatiques, comme l'a démontré les travaux de Lambourt Tolera et l'abbé Prosper Abega. J'ai une question pour Bernardo. Est-ce que les parents étaient des initiés dans les rituels Ekan? Moi, je pense que ces parents étaient des adeptes du Mélan. Déjà, les chiffres 7 et 10 sont révélateurs dans l'initiation, parlant du nombre d'enfants. Ils n'ont pas remis ça à ce gars qui fait la soum. Ce gars a reçu ailleurs un niveau qu'il a polarisé négativement pour décimer sa fratrie. Que la dame me contacte. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Alors, sur la question des parents initiés, elle ne me l'a pas dit, mais tout de suite, l'attrait de l'enfant pour la maison signifie qu'il y a quelque chose dans la maison de mystique qu'il fallait récupérer. Maintenant, le monsieur qui aurait éventuellement reçu un niveau pour décider ses frères, pour se recharger et aller recharger ceux qui lui ont donné cet niveau-là également, c'est bien sûr établi. Donc, clairement, il y a des pratiques là-dedans. Mais vous savez qu'on ne dit pas tout à la télé. On ne peut pas, les gens vont prendre peur, ils vont nous prendre pour autre chose. Alors, plus 52. Il s'agit de quel pays là? C'est le Mexique. Alors, salut à tout le plateau d'Espace Miné, mes encouragements pour cette nouvelle télévision qui monte ces Mbelon depuis Mexico City. Merci de nous suivre du côté du Mexique. Autre message, bonjour le génie perfecto. Juste féliciter Monsieur Basson qui s'approche de parfait, s'approche de la réussite. Landry Echemou. Landry, vous le dites comme la blague, hein. C'est la vérité. Moi je l'ai vérifié au moins 1 milliard de fois. J'ai pas les ondes négatives en moi. Je le dis en télévision. L'avantardise. Non, c'est pas l'avantardise de Bernardo. J'ai pas des ondes négatives à côté de moi. Je ne vais pas commencer à énumérer. Quand je suis quelque part, c'est la lumière. C'est la lumière. Comment on dit lumière? Les petits sorciers, machin, ils sont loin de moi. Et s'ils veulent déranger beaucoup, j'appelle Blériot. Et Foufou. Non, il Foufou, c'est la lumière. Mais pas un Foufou. Parce qu'un Foufou, c'est saint. Moi, je suis pas saint. Il Foufou, c'est la lumière. Alors, un autre message. Bonjour le sac de modérateurs ainsi qu'aux autres intellectuels sur le plateau. Peut-être l'idée selon laquelle il faut éliminer le sorcier par la machette par extrême. Pourtant, c'est possible. Car dans certaines traditions, comme chez nous les Bassa, nous effectuons un rite pendant l'inhumation pour que le défunt lui-même pourchasse l'auteur du crime en introduisant une machette dans le cercueil, bien travaillé par les Mbombok. C'est Achille et Yabi depuis Douala. Voilà. Les Bassa sur le plateau, vous confirmez. Oui. Mais ici, c'est pas que la machette et plusieurs autres éléments. Voilà. On prépare le corps. Alors, repartons au plus 33, hein, c'est-à-dire la France. Bonjour le mois, les combis de la modération. Très bien. Qui règne à mettre sur les tout petits églisiens de la modération. Monsieur Adalbert Parfait, est-ce que vous pouvez expliquer aux Camerounais pourquoi quand vous dites à tout de suite pour la suite, vous vous appuyez toujours sur votre bras droit? Est-ce une prescription de la haute hiérarchie? C'est une haute instruction. Les gens ont des problèmes. Hein? On te dit qu'une famille est en train d'être décimée. Tu ne trouves pas que c'est important?
Il continue en disant, concernant la dénonciation, je ne sais pas pourquoi la femme vient nous perdre le temps comme ça. Hein. Elle aurait résolu ce problème depuis en éliminant ce voyou sorcier. Depuis, il a déjà tué 4 personnes et il est toujours en vie. Wonderful. Oui, maître Basson, au Congo, il y a un tribunal des sorciers. Et ceux qui sont donc coupables partent à la prison des sorciers. C'est Stéphane de Château-Rouge. Il y a des sanctions applicables, hein. Il y a des sanctions particulières parce que M. Yemek a dit un élément qui est très intéressant, c'est que les sorciers n'ont que les élémentaux. Et on peut vous faire une ablation mystique d'un de vos pouvoirs, ça vous fragilise. Vous voyez, on vous coupe un élément mystique, pas des pratiques, parce que les juges qui sont là ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ils ont également des éléments qu'ils ont pris ailleurs et qui dominent ce que vous avez pris, vous les petits sorciers du coin. Allons au 226, retrouver notre ami Paul de Ouagadougou, c'est le Burkina. Que dit Paul? Salut le plateau, Bernardo, tu vas nous manquer, que Dieu te bénisse. C'est Paul depuis Ouaga. Autre préoccupation, alors que dit la téléspectatrice? Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. L'affaire là, mon nom vous excite. Enfin, mon nom en entier. C'est un verbe de mouvement. Oh, notre Esaboto, notre sucre national, l'homme des abeilles. Ça a vraiment été un régal de t'écouter tous les jours à travers tes prises de position, tes dénonciations. Quelqu'un de bien ne s'ignore pas. Continue d'être tel que tu es et tu iras encore plus loin, mon beau-frère. Tu vas nous manquer sur le plateau d'Espace Mini. Concernant la dénonciation, il est bien vrai que le monsieur sait pourquoi il réclame cette maison, mais ça peut aussi être qu'il ne connaît rien sur les décès bizarres de ses frères. Ça peut aussi être que les soi-disant gardiens de la tradition profitent de cette occasion pour nuire ces derniers, alors qu'en réalité, ce sont eux qui veulent ce que les parents du monsieur ont laissé dans la maison. C'est mon avis. C'est Pancras des Guidères. Mais Pancras m'appelle Esaboto. Comment tu dis que je suis un gardien? C'est le sorcier, non? Oh, Pancras. On a réglé cette affaire. Alors, au 242, c'est le Congo. Bonjour, le DCC de la modération. 6 milliards. Je voulais juste savoir, c'est Jack Boa qui a braqué la présidence. Moi, je n'en sais rien. Autre message ce jour, comme Parfait a pour autre prénom Adalbert, Basson Bernard a pour autre prénom Armel. Mais nous l'avons découvert dans les résultats du barreau camerounais. Vous avez fouillé dans la vie des gens. Hein? Alors, dernier message. Mbambati, Amontia ici, à Table et Table Ouest. Basson au tu nous manquerons. Ra. C'est comme ça qu'il a écrit. C'est comme ça. Il y a une famille ici au Cameroun, beaucoup maîtrisent cette affaire. C'était une célèbre femme politique. Nous les femmes hommes d'affaires. Tu nous manquerons. Concernant la dénonciation, Adalbert, tu oublies que même si tu égorges un sorcier qui décime tes frères spirituellement, son esprit continuera à travailler normalement parce que tu ne l'aurais pas tué. Niemek et Basson pourraient mieux l'expliquer sur le plateau. Oui, jusque un téléspectateur dit que le sorcier là est Assoum. Mon joli nom dans les bouches des petits. Assoum Yabingalanda. Ça fait Assoum. Non, mais ce qu'il a dit n'est pas totalement vrai parce que quand quelqu'un est compliqué, quand il décède, pendant qu'on l'enterre, on scelle son âme. Elle ne revient plus déranger les gens. Et si on a dans la scellé, là, la personne revient déranger les gens. Mais il y a un rite initiatique par lequel on scelle, un rite mystique. On scelle et puis tu t'en vas définitivement, on te chasse. C'est vrai que j'avais vu une affaire. Hein. C'était à côté du village de ma maman, en Vangue. Un monsieur était mort, la veuve est restée avec les enfants. Et 2 semaines après son enterrement, la dame va encore dans sa chambre, elle trouve le monsieur couché sur le lit. Physiquement. La dame sursaute et le monsieur lui dit dans son mari de faim. Lui dit non, ma chérie, retrouve-moi, tu sais que tu me manques.
La dame suit, elle va à la cuisine, elle dit que non, il y a tel là-bas, je ne vais pas donner le nom du monsieur parce qu'on va risquer de reconnaître. Il y a tel là-bas dans la chambre, il y a tel là-bas. Les gens pensent d'abord que la dame, elle est en train de délirer. Ils arrivent dans la chambre, effectivement, on ne voit rien. On dit, il ne faut pas déranger les gens. On est en train de boire notre dompteur là-bas à la cuisine. La femme repart à la cuisine peut-être 30 minutes après. Le monsieur est toujours couché. Les apparitions. Je vais consommer mon mariage. La dame crie encore. Et c'est devenu régulier. Il a fait ça pendant un peu plus d'1 mois. Bon, la dame a contacté les grands initiés du village et du coin. Ils se sont réunis, on appelle ça chez les petits, ils ont fait l'ici. En pleine cour, il y avait encore les vrais hommes là. Les vrais hommes là sont, j'insiste sur les vrais, parce que nous avons de plus en plus des plaisantins. Ils se sont réunis en plein jour basson. Il y avait donc un redoutable homme là qui a pris la parole. Il a appelé le nom du monsieur. Avant d'appeler le nom du monsieur, là, d'avoir appelé tous les ancêtres. Il a appelé tous les ancêtres. Il a appelé. Et le village était calme. Ouais. On a appelé le nom d'un ancêtre, on entendait commencer à résonner dans les collines. Il a dit, tel, nous t'ordonnons de partir. Il appelle, il dit, toute la communauté, nous disons à tel qu'il part. Il dit, et tel part, tel part, Ils ont fini. Et le monsieur n'est plus jamais revenu. Voilà. Donc, à tout de suite pour la suite. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Super Coupe intercommunale André Onana 2024 au 20 Mission catholique 3e édition. Sous le haut parrainage du ministre des Sports et de l'Éducation physique, lancement dimanche 30 juin à partir de 14h. 4 communes sœurs, Akono, Bikok, Mbankomo et Ngumu, rivaliseront d'adresse pour le sacre départemental. Accompagné de plusieurs lions indomptables et autres stars du football mondial, André Onana, le portier de Manchester United, l'enfant prodige de la Mofu Akono, visite la terre de ses ancêtres. Artistes invités, El Luciano, Blacky Star, Majoaï, Bonimbala et Boué Chaleur, Atebas. Un projet du président Aristide Manda qui intègre une campagne de santé, une foire agro-pastorale et des modules d'apprentissage de la culture Betty. Infoline 655 84 18 53 695 90 57 57 698 85 81 53 656 47 93 03. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Une médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui,
Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Arnaud Zeu, bonjour. Bonjour, parfait. Je souligne que vous êtes communicateur du côté de Canal Plus Cameroun. Arnaud, à date, les différentes offres sont-elles d'actualité? À cette question, je réponds par l'affirmative. Oui, les différentes offres restent d'actualité, notamment l'offre sur les décodeurs à 5 000 francs dès la formule Access et l'offre sur le réabonnement où nous offrons à tous les abonnés à la reconduction ou au maintien de leur formule, la formule de 45 000. Donc, par exemple, vous êtes sur Access 5 000, vous remettez 5 000 lors de votre réabonnement, vous bénéficiez de la formule Tout Canal Plus, la formule de 45 000 pendant un mois. Donc, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez en ce moment, c'est l'occasion de vous réabonner et de bénéficier de 30 jours à la formule Tout Canal Plus. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal Plus, le décodeur que voici coûte 5 000 francs dès la formule Access. Arnaud, il faut également dire que la Copa América bat son plein sur les chaînes Canal Plus Sport. Tout à fait, tout à fait. La Copa América est en direct, en haute définition sur les chaînes Canal Plus Sport, notamment Canal Plus Sport 1 et Canal Plus Sport 2 pour votre plaisir. Et il n'y a pas que le football sur les bouquets Canal Plus. Nous tenons à vous rappeler que Canal Plus, c'est la diversité plurielle de ses programmes. Rendez-vous dans le magazine Au cœur des femmes où on parlera d'un homme sage avec grand H. Et sur ce plateau, vous en êtes en face des hommes sages. Donc, mesdames, messieurs, Au cœur des femmes, c'est ce mardi à 20h30 sur Canal Plus Pop. Retrouver, parce qu'on parle de magazine, retrouver Bonjour Santé ce jeudi. On parlera de l'Alzheimer, cette maladie qui affecte de nombreuses personnes. Oui, on parlera de cette maladie. On parlera du cinéma aussi avec la saga Fast and Furious ce mardi à 20h30 sur Canal Plus Cinéma et l'apothéose sera ce vendredi sur Canal Plus Première à 20h30 avec Fast and Furious 10. On a parlé du cinéma, on n'oublie pas les tout petits qui sont en vacances. C'est l'occasion de profiter des 1 mois à tout Canal Plus. Vous avez Nickelodeon Junior, Ludikid et plusieurs chaînes qui vous proposent du divertissement sain. On n'oublie pas Nathan TV pour continuer à éduquer les enfants. Donc le Canal 80 vous donne rendez-vous. On a là quelques magnifiques rendez-vous. On a l'UFC que vous regardez tous les samedis, le PFL où Francis Ngannou, le champion, a signé. Donc on s'attend à le revoir très bientôt. Arnaud, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette préoccupation lorsque nous avons eu toutes ces informations. Alors, comment faire pour se réabonner? S'agissant des méthodes de réabonnement, j'y arrive. Vous avez plusieurs méthodes. Toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire, les paiements mobiles, les guichets Express Union. On n'oublie pas les stations Total. Et pour ceux qui penseraient qu'on les a oubliés, Secret Story Afrique, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Canal Plus Sport et sur le canal 99 pour vivre toute la télé-réalité. Samedi, vous avez le prime time avec Stéphanelle en présentatrice. Donc voilà les différents, c'était un petit coucou à l'émission. Voilà les différentes méthodes de réabonnement et vous pouvez nous contacter aussi au 85 56 via la page Facebook Canal Plus Cameroun. Arnaud, Espace Miné et Info TV disent merci à Canal Plus International. Réciproquement, nous disons merci à Info TV de toujours nous accueillir avec très bonne humeur. À tout de suite pour la suite. Merci.
retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. On vous le disait en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Nous marquons donc un arrêt pour nous poser une question. Comment faire pour diriger une entreprise avec succès? Je commence par notre expert en entrepreneuriat, Joseph Zambo. Joseph Zambo, la question est toute simple. Et nous avons eu pour prétexte le fait que plusieurs entreprises ont été créées au Cameroun et dans bon nombre de pays africains et même partout dans le monde, par moment même avec un capital très intéressant. Mais au bout d'un an, au bout de 2 ans ou de quelques années, l'entreprise tombe. Comment gérer une entreprise avec succès? Comment d'abord savoir qu'une entreprise a du succès? D'accord. Bon, moi, je pense qu'il y a 2 regards qu'on va apporter à cette question. Il y a déjà ce que dit la norme, selon le côté académique. Il faut absolument, c'est basé sur cette étape, selon ce qu'on nous apprend pour avoir une entreprise et la diriger de la manière qu'il faut. Donc, il faut avoir une bonne vision et une stratégie claire. Il faut bien organiser et planifier son activité. D'abord, une bonne vision et une stratégie claire. Oui. Maintenant, bien s'organiser et planifier. Donc, on a une bonne vision, une bonne stratégie, on organise bien, on planifie bien et on développe maintenant la ressource des personnes qui vont travailler dans l'activité. On se consacre donc prioritairement sur la satisfaction client. Parce que l'objectif d'avoir une entreprise, c'est de satisfaire la cible, la clientèle. Et après, maintenant, il faut innover et il faut rester agile dans son activité. Il faut bien gérer les aspects financiers. Parce qu'une entreprise qui n'a pas une bonne stabilité ou une bonne santé financière, cette entreprise risque d'être qualifiée de ne pas être en bonne forme. Donc, et c'est la faillite. Et c'est la faillite. Et de l'autre côté, maintenant, il faut développer maintenant le réseau, la visibilité pour conclure avec la 7e partie. Et maintenant, nous sommes sur le terrain. On pense que d'une manière pratique, les entreprises ne sont pas gérées parce qu'on a à la tête des personnes incompétentes. Ah bon? Vous êtes direct? Non, ça je suis clair. Parce que c'est très difficile. Comment on reconnaît un manager, un chef d'entreprise incompétent? Bon, déjà, il y a plusieurs types de management qui existent. Bon, maintenant, dans notre pays, c'est beaucoup plus le management directif que les gens emploient plus. Et ça, c'est très compliqué lorsqu'on n'a pas assez de compétences et qu'on veut donner des ordres. Parce que donner des mauvais ordres aux personnes compétentes que vous avez dans une boîte, c'est rendre tout le monde, on peut dire, stupide. Mais quand on a un management participatif, ça, c'est un style de management qui permet à ce que toutes les têtes pensantes ou tous les cadres de l'entreprise, chacun selon ses compétences, puissent intervenir pour la planification, l'organisation et la gestion de la boîte. Mais donc, pour moi, un manager donc, qui est incompétent, c'est celui qui n'écoute pas. Au moins, c'est des personnes que lui-même il a recrutées parce qu'il pensait que cette personne était compétente. Et la suite, c'est qu'on va juste faire parce que le boss a dit. Et à la fin, quand ça tombe, chacun prend ses clics et ses claques et part. Merci Joseph Zambour. On passe la parole à un chef d'entreprise également qui est sur ce plateau. Nko et Bobissé, vous êtes dans votre élément parce que vous êtes à la tête de plusieurs entreprises. Répondez clairement à la question posée. Comment gérer une entreprise avec succès? Merci à la question posée. Je voudrais pouvoir l'aborder sur 3 petits aspects. Allez-y. J'ai eu le privilège d'être d'abord salarié dans une multinationale. Donc, à succès, c'est une très grosse multinationale, pas la peine de faire la publicité ici. Donc, qui m'a permis de travailler autant bien au Cameroun qu'à l'international, dans de nombreux pays. Et j'ai vu la rigueur avec laquelle les différents départements étaient gérés. Donc, pendant on va dire à peu près une bonne dizaine d'années, j'ai eu le temps de faire mes classes. Et je me suis appuyé sur cette expérience où je suis entré dans le top management de cette entreprise internationale pour pouvoir retracer ou alors m'inspirer de cela pour pouvoir recréer mon entreprise à moi.
Et je voudrais pouvoir rassurer les téléspectateurs et surtout nos nombreux clients que notre registre de commerce date de 2010. Donc ça fait 14 ans que je suis chef d'entreprise et que nous maintenons le cap. Ça n'a pas toujours été facile, pour être honnête. Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas. La première chose, lorsque nous sommes décidés à nous constituer une entreprise avec un bon capital financier, un capital humain considérable, parce que je voulais absolument dupliquer le modèle de la multinationale pour une entreprise camerounaise, de droit camerounais. Donc, mais au départ, il y a eu beaucoup, je me suis rendu compte très rapidement, au bout de 2-3 ans, le chiffre d'affaires a été s'améliorant d'année en année, mais j'avais toujours une sorte d'insatisfaction parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de l'enthousiasme. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme au début. Je pensais que c'était juste, il s'agissait de sortir un business plan et puis mais il y a une réalité du terrain qui est évidente et qu'il faut prendre en compte. Non seulement l'offre elle est réelle. L'environnement économique n'y est pas forcément parce que le Cameroun connaît des turbulences sur lesquelles on n'aura peut-être pas le temps de développer sur le plateau. Mais il y a aussi cet enthousiasme qui fait que, en tant que, par exemple, ingénieur de génie civil, quoique étant manager de l'entreprise, j'étais plus focalisé sur les questions techniques. Donc je voulais plus donner de la satisfaction au client. Et nous étions, par exemple, en train de lancer un produit innovateur pour lequel des personnes pouvaient construire sans argent, pouvoir habiter et pouvoir payer plus tard. Mais à côté de ça, j'ai découvert, bon gré mal gré, qu'il y a un environnement juridique qu'il faut entretenir. Je n'avais pas forcément pris ça en compte dès le début. Donc je suis aujourd'hui, avec de l'expérience, avec 14 ans de recul, j'ai fini par me persuader que l'avocat ou alors mon cabinet juridique a autant d'importance que mon cabinet technique. Mon cabinet juridique a autant d'importance que mon bureau d'études. Quand vous créez une entreprise, vous vous attendez au problème. Mais justement, on n'y pense pas. On pense simplement à gagner de l'argent. Ou alors, moi, j'étais naïf de penser qu'il n'y aurait que du bon. Et je ne suis pas seul dans ce cas. Je me mets dans la projection de ceux qui, parce qu'ils sont nombreux, comme moi, qui ont créé des entreprises et au bout de 2-3 ans, elles disparaissent. Bon, nous, on a su résister avec le temps et aujourd'hui, on parvient à se maintenir. Et même au contraire, on retrouve une bonne santé, aussi bien financière. Mais je dis, un des facteurs que nous avons essayé de négliger au début parce que nous sommes une entreprise purement technique. Donc, on pourrait dire que notre mission serait, c'est d'accompagner le client de l'acquisition du terrain à l'habitation. Une fois qu'on vous remet les clés, on a la satisfaction. Mais en fait, quand vous remettez les clés, les problèmes ne font que commencer pour nous parce qu'après, il faut rentabiliser l'entreprise puisque on a construit à crédit pour l'essentiel. Donc, il faut rentabiliser. C'est là que le problème commence. Même pour des organismes, même pour des projets pour lesquels l'État a accompagné certains à travers le crédit foncier et autres, avec des mécanismes qui font que le crédit étant pris par l'individu, c'est l'individu qui est payé pour nous retribuer. Et après, lorsque l'individu est payé, soit la banque avale parce qu'il y avait un déficit dans son compte, soit on se retrouve dans une situation. Bon, bref, il y avait le côté juridique que nous avons négligé, que nous pensons qu'aujourd'hui, il est aussi important. En fait, après, on a le compartiment financier, la comptabilité. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas se gérer, en fait, une entreprise qui se veut prospère ne peut pas se gérer simplement comme une épicerie dans laquelle on pourrait rentrer tous les matins à la caisse. Donc, nous, moi, j'ai vu certaines entreprises, c'est-à-dire un patron sort le matin, il revient avec 14 heures, il dit appelez-moi la caissière. La caissière vient, tu as combien là-bas? La caissière dit boss, il y a 328 000, apportez-moi ça. Et il le fait régulièrement. Alors, un patron qui fait par exemple cela, est-ce que l'entreprise peut tenir? Non, ça c'est clair que ce sera très difficile qu'elle tienne. Mais non pas pour dire que nous ne le faisons pas nous aussi. Mais on peut le faire, mais dans un cadre, dans un budget qui est établi. C'est-à-dire que en début de semaine ou en début de mois, nous avons un plan de travail avec des projections, mais il peut y avoir des urgences chemin faisant qui vous obligent à redéfinir. Même au cours de la journée, on peut sortir le matin faire la réunion technique à 7h-8h pour mettre les équipes en route, mais il se trouve qu'on a un accident sur un chantier qui nous oblige à déporter la recette ou alors que le budget qui était... Pour intervenir en urgence. Mais ça, c'est des cas vraiment exceptionnels. Très bien. Mais lorsque ça ne devrait pas être énorme. Non, ça c'est clair que si on n'a pas un tableau de bord clair de la ressource financière, c'est pour ça que je parle du rôle de la comptabilité. Et donc je disais... Vous allez chuter. Oui. La première, donc l'expérience comme salarié,
dans un grand groupe, l'expérience comme entrepreneur, mais après aujourd'hui, l'expérience comme président de parti politique. C'est-à-dire que l'avenir, comment est-ce que je pense, comment garantir la prospérité aux entreprises de droit camerounais. Donc du coup, nous avons un tableau. C'est vrai comment un parti politique est une entreprise. Nous, c'est une entreprise politique. À la différence que nous avons pas forcément les mêmes missions, mais c'est une entreprise politique. Donc, et je pense que mon entreprise personnelle m'a donné des qualités managériales fortes qui me permettent aujourd'hui de maintenir la cohésion de notre jeune parti politique. C'est pour ça qu'au bout à moins d'un an, on va dire bientôt 10 mois que nous existons, nous avons déjà couvert quasiment, nous sommes présents sur environ 23, parce que nous allons entendre le diocèse, sur les 23 diocèses que compte le Cameroun. Donc, comme pour dire que nous avons couvert à peu près aujourd'hui plus de 100 communes dans lesquelles nous avons des représentations qui existent. Mais pour revenir à la question, comment faire pour... Vous allez chuter, monsieur, encore. Oui. Donc, je vais simplement chuter en disant qu'il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur, il faut animer tous les compartiments. Pour gérer une entreprise avec succès, il faut de la rigueur, j'ai dit un. Deuxièmement, il faut gérer tous les compartiments avec le même enthousiasme, avec la même énergie. On dit deux. Oui. Et de trois, il faut que l'État redéfinir le rôle de l'État dans l'accompagnement des entreprises, parce que pour moi, plus de la moitié des entreprises qui aujourd'hui disparaissent, l'État y joue malheureusement un très grand rôle qui asphyxie ces jeunes entrepreneurs. Merci, Pierre Blériot-Ignamek. Je vais te poser la question inverse. Comment gérer une entreprise avec succès? Maintenant, comment faire pour qu'une entreprise ne tombe pas? Bon, moi je croyais que tu allais me demander comment faire pour qu'une entreprise tombe. Comme tu me demandes comment faire pour qu'elle ne tombe pas, une entreprise fonctionne comme le corps humain. Notre corps avec toutes ses parties et tous ses organes. Le promoteur de l'entreprise doit savoir quel est l'organe que lui-même représente. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Il y a trois principaux organes dans le corps humain parfait. L'un se situe au niveau de la tête. Le cerveau. Un se situe au niveau du thorax. Et un se trouve plus bas, les pieds. Alors, qu'est-ce que vous-même vous êtes dans votre entreprise? Parce qu'il y a des gens qui sont les pieds, c'est-à-dire que lui-même devrait être ouvrier dans son entreprise. Il est là pour les tâches. Il n'a pas appris ce qu'il y a dans l'entreprise là. Mais dès lors que vous inversez ces rôles-là, ça vous amuse, par exemple, le père Fotio a créé de très grandes entreprises. Mais parce qu'il savait faire jouer aux gens leur rôle. Fotio Victor n'était pas souvent PDG de... Non. Il savait qu'en matière de banque, il n'a pas appris la banque. Il prenait un banquier chevronné qui a fait ses classes. Et lui, il te mettait là. Il te disait, bon, c'est ça que je t'ai envoyé faire. Mais nous, comment nous gérons nos épiceries? Vous avez une idée. Peut-être il y a des gens qui ont des belles intuitions. Mais ils se mettent eux-mêmes à la mauvaise place. Ou encore, ils mettent des gens à la bonne place, les bonnes personnes aux bonnes places, mais se substituent de manière répétitive. Au point qu'on le laisse avec son affaire. Vous êtes cadre dans une entreprise, les cadres sont des appuis à la prise de décision. Mais si le boss veut être à tous les postes lui-même, vous le laissez faire et c'est la voie sûre pour échouer. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Se mettre à la mauvaise place ou mettre les mauvaises personnes à la place. Il faut donc savoir comment ça se structure. Deuxième chose parfois ici, il faut investir dans les domaines qui vous passionnent. Vous-même. Ici, vous créez une entreprise. Le domaine qui passionne le plus ici, c'est les médias. Ça, c'est clair. Mais tu vas maintenant, tu te retrouves dans un domaine où les gens vont te tromper parce que tu connais même pas le B à bas. Tu es encore sûr d'échouer. Parce que si ton entreprise est créée au Cameroun avec les Camerounais, dès qu'ils sauront que même le langage technique du domaine, tu ne connais pas, ils vont... J'avais un type, il vient réparer la lumière chez ma tante, j'étais petit. La tante me dit, qu'est-ce qui s'est gâté? Il dit, c'est le câble avant. Bon, elle lui donne beaucoup d'argent. Et le mari, quand le mari revient, sa femme lui dit qu'il y a eu le câble avant qui s'est... Le mari dit il a convoqué le jeune homme. Et le jeune homme dit non, il a dit que c'était le câble qui était avant.
Et c'est ça qui a autant d'argent. Table à vendre. Donc, si vous ne maîtrisez pas le domaine dans lequel vous vous lancez, vous voulez faire des investissements en agriculture. Aujourd'hui, on a beaucoup de créneaux pour se former. Vous pouvez vous former même en ligne. Il faudrait que vous connaissiez vous-même le B à bas. Si vous ne connaissez rien d'un domaine, vraiment n'allez pas là-bas. Sinon, peut-être donnez votre argent dans un service juridique. On dit que bon, vous avez, si c'est une entreprise de parts, vous pouvez prendre des parts sans maîtriser. Très bien. Mais si ce n'est pas une entreprise de parts, si vous investissez en tant que personne, rassurez que vous-même, vous avez une moindre connaissance du domaine. Bernardo Basson, Blériot a appuyé sur un aspect là tout à l'heure. L'un des facteurs des échecs de nos entreprises est que le principal manager ou alors le créateur met à des postes des hommes qu'il ne fallait pas. Ou alors, il met des bonnes personnes à ces postes-là et lui-même, il se substitue en ces personnes. L'entreprise va tomber. C'est possible, c'est humain, parce que parfois l'argent monte à la tête et les personnes qui ont plein d'argent parfois se prennent pour des démiurges et estiment qu'elles connaissent tout. On ne peut rien leur opposer, on ne peut rien leur imposer, on ne peut rien leur suggérer. Il faudrait faire ce qu'elles pensent, comme elles pensent. Bon gré, mal gré, bien ou mal, il faudrait faire cela. Mais je ne voudrais pas prendre une posture grave parce que je n'ai pas beaucoup d'actifs en entrepreneuriat. Les 2 business que j'ai lancés ne se sont pas bien passés. Donc, si vous me demandez ce qu'il faut faire pour échouer, je vous dirai ce que moi j'ai fait pour échouer. Parce que ça peut aider, donc pour ne pas échouer, c'est bien. Donc, moi, je ne vous dirai pas que je m'y connais clairement parce que je ne m'y connais pas beaucoup. D'ailleurs, je l'ai souvent confessé sur le plateau. J'apprends de M. Niemek, je peux apprendre de Zambo ou autre. Moi, je n'ai pas été un entrepreneur à succès. Alors, ce que moi j'avais fait pour échouer d'abord, c'est que j'avais commencé à faire confiance à tout ce qu'on me disait. Je n'avais pas été suffisamment vigilant. Les documents qu'on me présentait, je les lisais en tant que juriste. Dès que je voyais le bien fondé, la belle rédaction, je me disais, ok, je m'arrangeais à ce que l'acte soit enregistré et tout. Et je me disais, bon, c'est bon. Pourtant, parfois, quelqu'un vous dit quelque chose, vous sort mes documents qui sont faux. Il vous vend le vent, vous lui faites confiance et il vous emmène dans le trou. Donc, comme M. Niemek dit, je n'ai pas investi au départ dans un domaine que je maîtrisais. Je n'avais pas véritablement de compétences en restauration. Je ne m'étais pas formé dans le système, dans les aliments et tout. Je suis allé comme ça parce qu'on m'a dit que ça rapporte. J'ai lamentablement échoué. Et c'est bien fait pour moi parce que on ne se lance pas comme ça aveuglément. La deuxième chose également que j'ai faite, c'est que la personne que j'avais mise pour responsable, entre guillemets, de la gestion de la finance, c'est vrai, elle ne me volait pas, mais elle n'avait pas la possibilité de me dire « je ne te donne pas d'argent ». Puisque c'est mon fils aîné, dont je parle souvent ici. C'est un entreprise familial. Oui, c'est mon fils, c'est mon premier fils Ngassam. Il y a 2 ans, donc il avait 17 ans. Quand tu l'appelais Ngassam, tu disais papa. Oui. Tu l'apportes ma ceci. Voilà. Quand je lui demande où est la sacoche, il me regarde comme ça, comme pour me dire. Tu veux dire que non, c'est pas bien. Je lui dis, c'est pas ton argent. Vous voyez, il fait la mine. Et donc je lui dis, donne-moi ça. Donc parfois je faisais... C'est ça qu'on appelle gestion épicière. Et donc j'avais très mal fait. Mais je voudrais évoquer un seul aspect ici, celui que je connais un tout petit peu mieux. C'est l'aspect juridique de la vie en entreprise parfois ici. Au départ, beaucoup de personnes pensent que leurs idées sont absolues et que leurs amis ou partenaires peuvent faire l'affaire. Il faut procéder à une vérification cohérente des personnes avec qui vous allez pactiser. Il faut faire des contrats d'associés. Il faut faire des pactes d'actionnaires pour éviter de vous faire entourlouper par vos potentiels amis. Deuxième chose, là je montre là où le juriste peut vraiment aider à l'entreprise. Votre entreprise a beaucoup de dettes. Vous ne savez pas comment éponger la dette. Ça vous pèse dessus. Vous appelez votre juriste et il vous dit, je vous emmène vers une microfinance qui va vous aider dans la facturage. La microfinance achète votre dette à un certain prix et vous lui remboursez de l'argent progressivement. Le juriste aide. Autre chose, la négociation. Parfois, on a plein d'argent, on est impatient. On veut que les choses se fassent juste parce qu'on a plein d'argent. Le juriste vous demande donc de prendre du temps, de rester même au bureau. Lui, il va à la négociation, il va à l'entente, il va à la discussion, il détermine les points clés stratégiques, névralgiques. Il vous les ramène donc au bureau et vous pourrez bien sûr discuter. Autre chose encore, la logistique.
Vous avez cogné quelqu'un sur la route, l'assurance a fait que ça vous énerve. Votre juriste donc entre en scène pour vous accompagner afin que votre matériel, votre véhicule qui a peut-être cogné un enfant, ne soit pas forcément réquisitionné, ne soit pas forcément, du moins ne subissent pas des grèves particulières. Donc aujourd'hui, parfait ici, votre avocat doit être au début et au milieu de la vie de votre entreprise. Très bien. Pour procéder aux vérifications intéressantes au départ et au contrôle de la vie. Les contrats. Beaucoup sont lésés dans les contrats, on vous colle des procès avec un meilleur juriste. Voilà pourquoi monsieur Nkor disait tout à l'heure que l'aspect juridique est fondamental, autant important que l'aspect technique dans une entreprise. Mais ici, eux, ils ont peur de payer parce que l'avocat coûte cher, ils préfèrent utiliser... Vous également, les avocats baisser les prix. On baisse quoi? Non, les prix. Alors, 213 ans, avant de repasser la parole à l'expert Zambo, Blériot Niemek, bonjour. Parlant de la gestion des entreprises, s'il te plaît, Blériot, que faire quand certains collègues te pourrissent la vie, te sabotent, te jalousent, te diffament auprès du patron, te tendent des pièges pour qu'on te chasse du travail. Parfois, ils vont même jusqu'à venir déformer les maquettes de staff que tu fabriques parce qu'ils ont constaté que le patron, qui est un Turc, a tendance à plus apprécier mon travail. Et pire encore, ce sont des Africains subsahariens comme moi qui le font dans un pays où nous tous, nous subissons le racisme. Que faire, Blériot? Oui, c'est parfait, c'est une très bonne question. Quand vous êtes compétent, il faut savoir que certains collègues vont tenter de vous salir. Il faut créer une communication permanente avec le patron dans le but de lui montrer ce que vous faites. Avant, parce que c'est vous qui le dites souvent, si vous ne dites pas ce que vous faites, les autres diront ce que vous ne faites pas. Ouais. Donc, vous présentez vos projets, vous les discutez clairement si le patron en a les compétences, de sorte qu'il ait déjà les outils. Quand les charognards vont le rencontrer, oui, parce que dans tout il y a des charognards, ils trouvent que le patron a déjà de la matière. Je voulais Joseph Zambo. Moi, par exemple, je viens de vivre cet aspect dans mon entreprise. Il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que la vie est bien. Il faut vivre. Parce que tu peux bien travailler et après, tu ne vis pas après. C'est pourquoi c'est très important d'être leader. Ce n'est pas bon aussi pour certaines personnes qui ont de bonnes compétences et ont des capacités de pouvoir aussi permettre aux autres de monter un tout petit peu, mais de faire parfois l'effort de les laisser plus bas et de rester seul au sommet dans une entreprise. On prône le leadership dans une entreprise. Et c'est important que si vous aviez de très bonnes capacités, d'essayer de faire avec les autres pour que ce soit l'équipe qui gagne. Parce que dans les trois éléments pour qualifier un professionnel, on parle du savoir-faire, on parle du savoir-être et en troisième position, on a le savoir-faire. C'est très important. Donc c'est aussi un problème que dans une bonne équipe, que vous soyez la seule personne qui brille et vous vous rassurez d'être toujours la seule personne qui brille pendant que les autres sont là à regarder et que vous pouvez faire quelque chose pour que vous fassiez ensemble. Très bien. Je passe la parole à M. Nkor. M. Nkor, est-ce que l'aspect ayant trait au commérage en entreprise, le Congossa, comme on dit au Cameroun, n'a pas également participé à tuer plusieurs entreprises? C'est-à-dire certains patrons qui adorent le commérage. Les employés partent dans son bureau, lui disent ci, lui disent ça, et il se met à prendre des décisions à l'emporte-pièce. Est-ce que cette manière de fonctionner également en entreprise n'est pas de nature à tuer votre entreprise? Alors, monsieur Alissi, j'aurais souhaité, pour qu'on rende notre débat, pour qu'il soit intéressant pour les téléspectateurs qui nous regardent, qu'on comprenne que on ne parle pas que ici des entreprises familiales ou alors individuelles. Oui, bien sûr. Vous voulez bien qu'on étende, parce qu'il faut rappeler que même les entreprises d'État. Même les multinationales, c'est là-bas que le Congossa est né. Bien sûr. C'est là-bas. Nous parlons d'entreprise dans le sens large. C'est là-bas même que c'est né. Donc, au Cameroun, par exemple, les statistiques nous disent qu'il y a 12 entreprises sur 28 qui sont en difficulté, qui sont faillites, ou alors qui sont au bord de la faillite, ou alors qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à rapporter de l'argent. Mais pire, c'est que des entreprises individuelles, alors les PME, comme on les appelle, 80%
cesse d'exister au bout de 2 ans. Ça sont des statistiques. C'est quand même effrayant. Donc, mais il y a une raison aussi. C'est que les fonctionnaires qui ne représentent que 8% de l'effectif des travailleurs du Cameroun, ils se retrouvent encore chefs d'entreprise occasionnels, permettez-moi l'expression, à travers des opportunités qu'ils ont ça et là pour avoir les bons de commande, les 4, 8 ou je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, ils ne créent pas l'entreprise dans le but de la faire vivre. C'est juste pour s'accaparer pour avoir des opportunités qui se présentent. Donc, et malheureusement, dans les 80% qui décèdent, si vous regardez, il y a plus de 90% qui rentrent dans ce cadre-là. Mais moi, je dis encore, un Camerounais normal, qui est bien constitué, qui prend la peine, parce qu'il y a un minimum, qui crée son entreprise pour la faire vivre, il vit également des difficultés de cet ordre. C'est-à-dire qu'on s'adapte, on se surpasse parce qu'on a cette vocation. Lorsqu'on est conscient que c'est son gagne-pain. C'est-à-dire que, à mon avis, le taux des 80%, le taux est alourdi par ces entrepreneurs opportunistes, si vous permettez l'expression. Je reviens à votre question, mais je voulais juste souligner ça. Oui. Donc, ça donne l'impression que ça va si mal. Or, parce que je connais quand même un certain nombre d'entreprises avec lesquelles nous cheminons depuis bientôt 10 ans. C'est pas qu'elles sont très florissantes, mais elles se maintiennent. Parce que déjà, l'environnement économique au Cameroun n'est pas favorable, n'est pas facile. Les impôts, même déjà, c'est une grosse... Excusez-moi le mot, je suis sur le plateau, j'aurais pu dire quelque chose de grave comme arnaque, mais j'aurais pu dire, je dis c'est un point énorme. C'est un point énorme. Et ne vous arrêtez pas seulement à parler d'impôts comme ça, parce que moi j'ai subi cela, vous voyez. Il y a une foultitude de taxes qu'on vous impose. Voilà. Quelqu'un vient le matin, taxe sur l'occupation de la voie publique, il vous demande quelque chose, il vous fabrique un reçu, vous demandez que ça c'est même quoi, vous donnez. Il vient, il vous dit, nous sommes censés contrôler les extincteurs et autres dans les trucs. Vous avez même cela, ils vous disent que bon, je vais rentrer comme ça. Donc vous voyez, il y a un schéma de taxes qu'on vous impose. Alors, nous lisons rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs par rapport à ce sujet. Nous les petits ne pouvons pas gérer une entreprise avec succès. Les familles aiment le crédit et ne remboursent pas. Quand tu veux insister pour avoir ton argent, toute la famille est contre toi. Et quelle qu'en soit l'entreprise, l'honneur va régner de peur d'être tué mystiquement. L'entreprise le sera à notre place. Non, les bêtis peuvent. J'ai des amis bêtis qui réussissent dans leurs entreprises, sauf qu'ils quittent la mentalité bêtis. La mentalité, c'est le comportement général d'un groupe. Il a son entreprise, tu ne viens pas là-bas parce que tu es bêtis. Ouais. Et le premier jour où tu parles même sa langue, il te met de côté. Ouais. Donc, c'est une mentalité qu'il faut avoir. Tu veux bâtir c'est pas le salariat. Voilà. Faut être sérieux. Très bien. Autre message, bonjour les grands démineurs. Merci d'avoir instauré ce thème pour édifier les jeunes entrepreneurs. Merci à monsieur Zambo, l'expert. À monsieur Blériot, vous êtes plus qu'un philosophe. Dans tous les domaines d'activité, nous tirons toujours des leçons de vos réflexions. Merci beaucoup. Je vous verrai. C'est monsieur Kamgen de Yaoundé qui envoie le message. Bonjour, parfait, et tous vos invités. C'est Thierry Dédéa. Moi, j'ai une entreprise avicole que je gère avec succès. Ce type d'entreprise est très difficile au Cameroun. On a des intrants poussants qu'on ne peut pas contrôler. Ensuite, on a des vétérinaires qui doivent jouer un très grand rôle. Et enfin, le suivi et toutes ces étapes doivent être bien coordonnées où chacun doit jouer son rôle. C'est très difficile pour nous qui n'avons pas les moyens pour pouvoir suivre les 3 étapes. Parfait. Oui, Blériot. Il y a un aspect, parce qu'il a parlé de cette entreprise avicole, il y a un aspect que l'État doit contrôler. C'est le dumping. Vous finissez... C'est quoi le dumping? Vous investissez dans un domaine, les gens cassent les prix parce qu'ils ont d'autres entrées et ils tuent votre entreprise. Parfait. Vous avez 2700 à sortir un poulet. Les gars décident de vendre le poulet à 2200. Ils vous tuent. Et ils sont de gros industriels. Ils ont tué des petits industriels de cette façon pour rester les seuls maîtres du terrain. Donc l'État doit veiller à ce que les prix soient arrimés à un certain nombre de logiques. Mais monsieur Yemek, j'ai quand même l'impression, sans faire la promotion, que le ministère du Commerce essaie quand même de prendre cela en charge, parce que récemment j'ai vu
lors de l'événement, le week-end du Made in Cameroun, où le ministre était d'ailleurs présent, il y avait quand même un regard beaucoup plus pesant. Ce n'est pas continu, ce n'est pas très large, mais je pense quand même, sans je vous ai parlé d'un domaine, dans l'élevage. Dans l'élevage, ok. Une minute pour Joseph Zambo et une minute pour Monsieur Nko pour véritablement quelques conseils pour qu'une entreprise soit toujours debout avec un succès. D'accord. Alors moi, ce que je veux dire pour conclure, c'est que il faut que les gens comprennent que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement d'avoir un cabinet juridique, une entreprise en communication, une entreprise en ceci. Il y a beaucoup de secteurs d'activité dont on peut entreprendre. Il y a beaucoup d'idées d'entreprise. Et il y a des domaines qu'au Cameroun, il faut qu'on puisse encore les évaluer et qu'on change l'opinion en mystifiant ou en rendant négatif toutes les idées qui vont vers là. La musique, c'est une entreprise qui donne beaucoup d'argent aux États. C'est une très grande industrie. L'industrie musicale donne énormément d'argent. Mais chaque courant musical qui se crée au Cameroun, on va dire ça c'est pour les bangaman, ça c'est pour ceci. Donc on tue seulement. C'est vrai que c'est aussi trop fort. Non, mais il y a aussi trop de je ne refuse pas. Quelque chose qui n'est pas encadré est sauvage. La même chose aussi comme le numérique. Le numérique est un très gros business d'emploi, c'est vrai. Oui, mais il faut dire que dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat, nous allons parler de l'industrie musicale, nous allons parler de l'entrepreneuriat dans le domaine digital, ainsi de suite. Nous allons parler. Voilà. Et de l'autre côté, j'aimerais aussi conseiller surtout ceux qui veulent faire dans le côté de l'entrepreneuriat numérique. Il y a les lois du numérique. Le docteur Cotopole Thierry, qui est un très grand haut placé dans la sécurité. C'est un ouvrage indiqué? Oui. Donc, le titre de l'ouvrage? Cyber-responsabilité, un monde connecté, un engagement des pays africains. Donc, pour ceux qui veulent exercer dans le domaine digital, sans toutefois avoir peur de tomber sur la loi qui peut encadrer ce domaine, lire ce document va vous permettre de... Très bien. Monsieur Nko et Bobby, c'est au moment où nous nous séparons, vous, en tant que chef d'entreprise depuis 14 ans, que voulez-vous que l'on retienne? C'est un chiffre qui me fait peur. L'Institut national de la statistique nous déclare qu'entre 2019 et 2016, écoutez bien, 2200, entre 2016 et 2019. Entre 2009 et 2016. D'accord. 2200 entreprises ont fermé au Cameroun. Incroyable. Mais c'est un chiffre qui est réel que vous pouvez vérifier à l'Institut national. Ça donne froid au dos. Ça fait vraiment, ça donne froid au dos. Donc, malheureusement, l'État ne prend, j'ai l'impression, ou alors nous, on a notre parti politique, nous avons l'impression que l'État ne prend pas la mesure de la situation. Parce que, à côté, qu'est-ce qu'on nous propose? Des séminaires de formation. Ou alors nous propose des facilités pour la création d'entreprises. Mais c'est pas ça le problème. Pour nous, c'est la direction stratégique du pays qui a un problème. Le vrai problème, c'est que plusieurs personnes choisissent aujourd'hui d'évoluer dans les Sissongo. Ils ne sont même pas quantifiés dans les 2200 entreprises. C'est-à-dire que le citoyen, même lorsqu'il s'engage à créer son entreprise, il ne voit pas encore l'État qui va venir demain réclamer des taxes. Lui est comme... Qu'est-ce que l'État lui apporte? Est-ce qu'il produit suffisamment? Donc, du coup, je vous donne cet argent parce que vous m'avez fait quoi? Mais c'est la question. C'est la bonne question à laquelle se pose. Voilà. Donc, vous n'avez jamais rien fait. Au terme de ce programme, je suis désolé, tout le monde a constaté qu'il nous a manqué fatalement de temps pour continuer à argumenter, à donner des conseils. Nous y reviendrons certainement. Merci à l'expert Joseph Zambo qui était encore là ce matin dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Merci également à ce chef d'entreprise, mais également homme politique Nko et Bobby C, qui est donc le chef de l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun. Pierre Blaireau restera mon consultant. Bernardo Basson pour les dernières heures restera mon invité permanent. Le journal La Mi-Journée intervient dans exactement 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.